L'Assemblée nationale a déclaré recevable, au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59 021 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État financier, les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, Judith Soumino Toulouka a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. Pour la chef du gouvernement, le projet de loi des finances dépasse la dimension purement comptable et traduit la vision collective d'un pays en quête de transformation. Par ailleurs, elle a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec les députés lors des travaux en commission afin d'enrichir davantage les textes. Mes amis de la presse, comme vous venez de le dire, aujourd'hui il était question de débattre sur la loi des finances 2026. Nous avons rappelé à la Première ministre que la loi des finances est une loi très importante pour nos électeurs. Et c'est une loi qui doit répondre aux besoins primordiaux de nos populations. Mais fort et malheureusement, nous constatons avec amertume que cette loi ne répond pas aux besoins primordiaux de la population. Parce que nous, en tant qu'élus du peuple, chaque 3 mois, nous faisons des descentes sur terrain au moment de nos vacances parlementaires où nous récoltons les déshydratats de la population ou les priorités de la population. Mais en lisant cette loi, nous nous sommes rendus compte que la priorité de la population n'est pas prise en compte. Nous avons formulé une recommandation au président de l'Assemblée nationale de commencer à envoyer à chaque ministre sectoriel un rapport synthèse pour chaque secteur afin que chaque ministre sectoriel puisse intégrer le problème de la population dans le budget à venir. Nous avons demandé aussi, je suis aussi inquiet de retrouver dans la loi de finances où un crédit est arrêté pour la construction de ports dans le Lualaba, dans tout le territoire de ma province. Pourtant, dans le Lualaba, nous n'avons pas de rivières navigables. Nous n'avons pas de lacs navigables. Je me pose la question, où est-ce que ces ports seront construits? Pour le Lualaba, sur le plan infrastructurel, nous voudrons la construction de la RN39, qui est une route nationale qui traverse tout le 5 territoires de la province et même les 2 villes. C'est une route qui débouche vers la République d'Angola, une république sœur, qui débouche aussi dans la province du Grand Kassai, du Kassai central. Vous verrez que tous les gens de Luiza viennent s'approvisionner du carburant qui vient de l'Angola et même ceux-là qui sont dans la province de l'Omami. C'est pourquoi chez nous, nous avons demandé qu'un crédit soit alloué pour la construction de la RN39. Nous avons aussi dit au chef de gouvernement, moi je viens d'une province minière où l'artisanat minier est là comme activité principale qui stabilise l'économie de ma ville.
Voilà que le ministre de Mines est dans le Lualaba et il a promis aux créateurs 65 zones d'exploitation artisanale. Fort et malheureusement, dans le budget, il n'y a aucune ligne budgétaire prévue pour la viabilisation de ces ZEA. Ainsi, nous avons demandé au chef du gouvernement d'intégrer un budget pour viabiliser ces ZEA promis par le ministre de Mines. Enfin, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, nous avons demandé que le gouvernement nous précise quelles sont les routes des dessertes agricoles qui doivent être réhabilitées et quelles en sont leurs distances. Voilà. C'est qu'il y a pour le budget de réserver à l'approche essentiellement politique dans la recherche de la paix. Parce que la paix, on ne la recherche pas qu'avec les armes. La recherche des armes, c'est une chose. Mais nous avons estimé que dans ce projet, il faut qu'il y ait aussi des moyens qui sont consacrés à l'approche essentiellement politique pour faire la paix en République démocratique du Congo. Nous avons aussi regretté le fait que depuis la nuit des temps, le budget en République démocratique du Congo pose problème en ce qui concerne l'autonomisation dans les domaines de la diversification de notre économie. On se fonde essentiellement sur le produit minier, alors qu'il y a la possibilité, avec ce que nous avons comme terre rare, ce que nous avons comme richesse du sol, et nous avons des savanes qui chôment, nous avons des forêts qui sont presque vierges, nous avons estimé qu'il faut accorder beaucoup de moyens pour faciliter la diversification de l'économie congolaise. Précisément, il est question qu'on donne des moyens conséquents au secteur de l'agriculture, par exemple, du développement rural, et pour la production locale. Les maïs pourrissent dans nos territoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens d'évacuation du peloton. Mais je dis au gouvernement que nous craignons, parce qu'il y a possibilité que Madame la chef du gouvernement puisse encore dépêcher, comme ce fut le cas avec le gouvernement passé. Le gouvernement passé a dépêché une délégation d'au moins 10 ministres pour aller chercher la farine à Zambia. Et quand les membres du gouvernement arrivent, ils sont reçus par un simple agriculteur, si pas un simple cultivateur. C'est quand même, ça fait honte pour tout ce que nous avons comme atout géoéconomique pour pouvoir produire localement. Nous avons aussi estimé, dans le cadre de ce budget, qu'il y a eu des discussions qui ont été engagées par le gouvernement et les autres et les banques syndicaux. Mais est-ce que le budget qui est présenté aujourd'hui permet de résoudre ce problème des nouvelles unités, des non-payés, des professeurs d'université, si vous voulez, tous les autres enseignants? Et j'ai même dit, c'est le gouvernement qui clochardise ses propres professeurs d'université dans notre pays. Nous avons aussi insisté sur les moyens qui sont alloués au secteur de l'enseignement supérieur universitaire. Nous avons estimé que ces moyens-là ne suffisent pas. Pourquoi ces moyens ne suffisent pas? Parce que partout ailleurs au monde, on fait de la recherche, on fait de l'enseignement supérieur, université, recherche scientifique et innovation, un outil de souveraineté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on peut former des acteurs capables dans tous les domaines pour pouvoir relever les différents défis, y compris dans les domaines de guerre, même dans les domaines de l'autosuffisance. Et nous avons aussi dit, dans ce document, le secteur des transports développe des beaux discours. C'est très bien expliqué. Mais en réalité, on nous parle de ponts et de routes d'intégration régionale. Mais nous allons attendre, vous verrez si Dieu nous prête vie, même la législative prochaine, du moins pour ceux qui seront là, ils viendront encore voir que ces ponts et ces routes ne seront pas là. Nous ne voulons plus de la théorie, nous voulons la praxéologie, nous voulons la pratique. Si nous voulons lutter essentiellement contre la pauvreté, nous avons été. Et nous avons aussi regretté le fait que la voirie casse les routes dans nos quartiers. Et on abandonne ces routes pendant 2 ans. C'est comme si les Congolais sont des simples esclaves modernes, ce n'est pas normal. En fait, il y a eu beaucoup de choses que nous avons essayé de soulever dans les finances, mais les minutes n'ont pas suffi pour qu'on puisse donner tout ce qu'il fallait. Et voilà, je peux m'arrêter là, Michel. On a toujours l'habitude de voir que le budget est opportunité. Je pense que mon intervention consistait à émettre quand même un avis important par rapport au budget 2026. Parce que je suis élu de la ville province de Kinshasa, précisément au niveau du district de la Funa. Je suis aussi doublement élu parce que je suis
social au niveau de Caramo. Et je suis quinois. Donc quand j'étais impressionné par rapport au budget, j'ai trouvé qu'il y a des dépassements presque partout au niveau de la reddition des comptes pour le budget 2024. Et à ce stade, nous voulons encore voter un autre budget 2026. Lorsque vous comparez 2024-2025, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. En principe, on a sollicité l'amélioration. On est allé aussi au dépassement. Mais les réalisations ne suivent pas. Voilà pourquoi on a voulu quand même pas rejeter le budget, mais apporter des éléments importants pour que les gouvernements soumis à eux puissent comprendre qu'il est important de tenir compte de la difficulté de la population. Je voudrais ici parler par exemple des infrastructures. Je l'ai dit, Kinshasa, il n'y a plus de routes. Il n'y a plus de routes, plus des infrastructures. Tout le marché qu'on donne à ceux qui doivent réaliser les routes, cela, ils ne les font pas. Tout est aux arrêts. Et ici à Kinshasa, pour circuler, ça devient un sérieux problème à cause des routes. Et si vous regardez encore au niveau de l'insécurité, c'est-à-dire, c'est chaque jour, on parle des Koulouna, au jour d'aujourd'hui, il ne faut plus parler seulement des Koulouna, mais il y a aussi des crimes en pleine capitale. Qu'est-ce dire alors des provinces? Et c'est ici où il y a les institutions, c'est ici où il y a les 700 députés, c'est ici où il y a les sénateurs, c'est ici où habite le chef de l'État. Nous pensons qu'il y a possibilité d'émettre un avis et améliorer un peu les conditions de vie de la population quinoise. Voilà un peu, j'ai aussi intervenu par rapport au sport, parce que le sport aujourd'hui est mort. On est en train de voir certaines réalisations dans le football par exemple, c'est une vision extravertie vers l'extérieur. Nous sommes en train de prendre nos enfants qui sont à l'étranger. Mais la formation de base ici, il n'y en a pas. Il n'y en a rien. Ça ne suit pas. On a vu dans les budgets les constructions des stades. Mais est-ce que vous, peut-être vous ne savez pas, le Congo n'a qu'un stade qui est homologué, qui peut absolument recevoir des compétitions. Un stade. Mais nous voulons construire, nous ne voulons pas aménager des stades existants. Donc c'est un problème. Et là, nous pensons qu'on va ramener quelques éléments au niveau de la commission ECOFIN pour permettre à ce que ce budget tienne compte effectivement de certaines réalités. Vous allez quinois, dans le poussé là par rapport qu'on se comprenne très bien. Les observations que nous avons faites sont d'abord objectives. C'est-à-dire que nous avons procédé de manière systématique et nous avons adopté une méthode, une approche participative, parce que nous avons associé des représentants de la société civile qui sont spécialisés dans l'analyse des budgets. Et nous sommes arrivés à certaines conclusions que nous appelons observations, et nous nous sommes réservés de faire des recommandations lorsque nous serons en commission, faute de temps. Donc, comme vous savez, on nous a accordé que 15 minutes pour intervenir. Alors, la remarque générale, d'abord, c'est par exemple, en ce qui concerne le taux du franc congolais. Je vous rappelle que le budget, ce projet de loi de finances a été élaboré en tenant compte d'un taux du franc congolais qui ne correspond pas à l'appréciation qui est postérieure au dépôt de la loi de finances par la Première ministre à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que là, la Commission aura du travail à faire à ce propos-là. Parce que sinon, ça va être un budget imaginaire. C'est la question fondamentale. L'autre question importante, nous avons constaté que non seulement il y a une baisse de crédit dans les secteurs pauvres, notamment en matière de l'éducation,
en matière de la santé. Et puis ensuite, il y a une déficience dans la mobilisation financière. Et parce que la République démocratique pouvait être confrontée à d'énormes problèmes qui nécessitent des gros moyens. Et il y a deux manières de procéder. Soit il y a une capacité de mobilisation sur ressources propres libres à la RDC, ou alors compter sur la contribution des partenaires au développement. Alors, mais le premier effort, c'est sur le plan national. Nous avons constaté que au budget, les crédits qui sont réservés à l'éducation ont été diminués, ce qui ne correspond plus à nos engagements internationaux en la matière. En matière de santé, c'est la même chose. La part réservée à la santé a diminué. Alors que vous voyez, il y a beaucoup de maladies, comme dernièrement le choléra, tout. Il y a des programmes de santé universelle, tout. Et ça nécessite de gros moyens. Alors, donc il y a une certaine incohérence dans l'élaboration de ce budget. Ce que nous avions voulu réaliser. Concernant l'environnement, le dernier rapport de la Banque mondiale à ces propos relève que nous sommes en train de louper environ 400 milliards de dollars sur le plan environnemental, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expertise et il n'y a pas de certification de nos ressources. Alors que la RDC, dans le bassin du Congo, est considérée comme le deuxième poumon de la planète en matière d'environnement. Et la RDC contribue efficacement à la survie de la planète. Voilà, et quelques sujets assez importants que j'ai voulu relever avec mes collègues dans le cadre de notre groupe parlementaire, en associant les réseaux gouvernance économique et démocratie, qui est le produit de la société civile. Merci. Et qu'on n'arrive pas à avoir une route pour accéder pour faire l'exploitation de la centrale et la maintenance, eh bien c'est un investissement perdu. Je vais insister pour que le gouvernement insère absolument la réhabilitation de la route qui mène vers Kakobola, partant de PK 622 sur la route nationale. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, pour moi, elle va consister à plaider pour Gandajika. Gandajika dans les Lomami. Parce que j'ai vu que le gouvernement prédit beaucoup d'argent pour le développement de l'agriculture dans la zone de Gandajika. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à Gandajika. Comment on va faire une production agricole quand on n'a pas de route pour les populations? Bon, j'aurais voulu que le gouvernement insère aussi l'aspect réhabilitation des routes et des sites agricoles dans le territoire de Gandajika. Et puis, j'ai vu dans un village là, des chefferies, des campagnes, dans le Mami là, un hôpital général de référence mais qui ressemble à un dispensaire. Moi, je suis un consulteur des hôpitaux. Et ce que j'ai vu là, ce n'est pas un hôpital général de référence. Mieux vaut qu'on mette réellement un grand hôpital de référence à cet endroit pour aider la population de ce coin. Voilà les deux choses pour lesquelles je voulais intervenir, parce que tout le reste là, tout le monde en a parlé, les recettes, les dépenses. On a la problématique de la centrale électrique, hein, il faut savoir que c'est dans un système électrique. Il y a la partie production qui est les barrages et puis les machines. Il y a la partie ligne et la partie distribution. Moi, ce que je sais, parce que j'ai eu à rencontrer les ministres des ressources hydrauliques. Il nous reste encore à plus ou moins 6 à 7% des travaux à faire. Et ça, je crois que c'est les travaux de distribution de la ville d'Idiofa. Mais la centrale est terminée, les lignes sont terminées. Aujourd'hui, on peut décider de mettre en service, et on mettra en service. Sécurité, Idiofa et Bungu seront alimentés. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais demander au gouvernement, c'est simplement de décider de terminer une date à laquelle ils vont nous mettre en service. Parce que là, la province va recevoir la conférence des gouverneurs. Peut-être le chef d'État sera appelé à aller là-bas. Donc je crois que c'est ce que la population va exiger. Ça serait vraiment honteux de revenir sur la même chose et tout le temps, Kakobola. Alors que les travaux sont terminés. Moi, je parle en ce moment-là comme ingénieur. Je sais qu'au niveau où nous sommes, on peut bien alimenter la ville de Kipiti. Merci beaucoup. Concernant les compteurs prépayés dans le territoire de Songolo, le plus précisément dans la cité de Kimpese. En fait, c'est en date du 7 mai que j'avais pris la parole ici, dans notre assemblée, pour dénoncer
y a eu mort d'homme le 23 janvier passé. Alors, c'était un problème de surfacturation de la régie des eaux et du côté de la SNEL. La hiérarchie a décidé qu'on puisse revoir les factures à la baisse et puis implanter des compteurs. En lieu et place de baisser les factures, en lieu et place, n'est-ce pas, de placer ou d'implanter les compteurs, ils viennent imposer à la population de Kimpese les compteurs prépayés. Mais la population ne veut pas de ça. Nous avons connu déjà les morts d'hommes. Ils veulent encore que les gens meurent. C'est pourquoi nous disons nous allons interpeller le ministre de l'énergie et les DG de la SNEL. Merci. Alors, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord rappeler le contexte dans lequel nous sommes en train de travailler. C'est la présentation du projet de loi sur le budget de la session 2026 par le gouvernement, et particulièrement Madame la Première ministre. Ce que nous devons noter, en 2025 et 2026, nous avons un budget qui a connu un accroissement autour de 16,4%. Aujourd'hui, le budget pour l'exercice 2026 est évalué à 59 000 milliards. Et lorsque vous regardez le budget, il y a quand même pas mal d'inquiétudes autour de sa présentation, autour de son objectivité, autour de son réalisme budgétaire. Et lorsque nous avons pris la parole, nous avons commencé à présenter nos observations et nos analyses. Première question, nous avons voulu que Madame la Première ministre nous dise exactement quels sont les paramètres aujourd'hui qui ont permis de faire évoluer le budget de recettes courantes. C'est-à-dire que ce budget-là passe de 29 000 milliards à 34 000 milliards, soit 16,4% de variation. On a voulu que la Première ministre nous explique un peu quels sont les paramètres qui justifient ces mouvements. Je pense qu'en fonction de sa réponse, ça nous donnera au niveau de la Commission économique et financière contre budgétaire quelle est la posture que nous devons prendre pour bien analyser cette évolution. Nous sommes allés plus loin en présentant une inquiétude en ce qui concerne la loi de 69, l'ordonnance loi de 69 sur les impôts cédulaires sur le revenu. Et cette ordonnance loi a été abrogée par la loi du 30 novembre 2023 sur les impôts sur les sociétés qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Malheureusement, lorsque vous lisez le projet de loi, vous constatez qu'il y a des dispositions qui concernent une loi abrogée, mais qui ont été reconduites au niveau de ce projet de loi. C'est ainsi qu'on a voulu que Madame la Première ministre nous explique un peu qu'est-ce qui justifie cette reconduction, avec beaucoup de risques que nous puissions avoir des textes dont l'un remplace l'autre, mais qui risquent de produire les effets avec beaucoup de risques par rapport à ce qui concerne le climat des affaires. Nous avons également présenté la question par rapport à l'investissement sur les ressources propres. Si vous regardez la partie investissement sur le chapitre des infrastructures, en 2025, nous avons prévu 84 milliards de francs congolais pour construire 5 133 km de route. Mais aujourd'hui, le gouvernement prévoit 145 milliards de francs congolais pour construire également 5 133 km de route. Il y a une incohérence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le coût de la construction d'un kilomètre de route a évolué dans l'entretemps entre 2025 et 2026? Et ce sont des questions comme ça, au-delà de toutes les questions que nos collègues ont posées. Et nous espérons avoir un retour objectif de la part de Madame la Première ministre. Et comme la loi sera envoyée au niveau de la commission ECOFIN dont je suis membre, je pense que nous aurons tout le temps pour analyser objectivement et donner une réponse en vue d'obtenir un budget réaliste qui reflète la réalité économique de notre pays. Il n'y a pas de sous-questions, mais à Lingala, on a beaucoup